Alors je ne m'exemple dans mes pages, je ne suis jamais mes pages, mais si en plus je ne les mets pas dans l'ordre, donc je ne vais pas m'y retrouver. Voilà, donc je me suis aperçu que j'avais mis des œuvres. Alors l'intitulé de la conférence, je vous le relis parce que je ne suis pas capable de le retenir par cœur. La langue et la culture de tirage au service de son développement touristique, patrimonial et culturel. Alors je ne suis pas le plus mal loti, hein, j'en ai vu d'autres qui sont pires que ça. J'ai eu le responsable d'abord. L'identité culturelle et linguistique du Grand Beauvaisis au service de son rayonnement touristique et son développement local. Vous voyez qu'on a eu des devoirs difficiles à faire. Et j'en ai beaucoup bavé et travaillé très tard le soir. Ce que m'établit de voir qu'à minuit, je travaille encore dans mon bureau. Voilà, donc quand on m'a proposé, quand Olivier Angelard m'a proposé le sujet, je me suis toujours dit que j'allais l'accepter, et tout en dormant pas plusieurs nuits en me demandant ce que j'allais bien dire avec ce sujet-là. Parce que je me suis d'abord posé une question, qu'est-ce que c'est que l'attirage? Alors l'attirage, si on regarde au fur et à mesure les siècles, ça correspond à énormément de choses. Il va bien falloir qu'on définisse quelque chose. Alors je vais vous montrer la première carte que j'ai, moi je ne l'ai pas, mais j'ai une photocopie, ici au musée de Berlin, première carte qui indique l'attirage. Alors si vous voyez, c'est cette grande zone qui est au centre de la carte. Je vais vous montrer, parce que de moi, vous ne verrez peut-être pas bien les visages. C'est pas nécessaire, hein, bon, vous avez Berlin ici. Voilà. Et quand vous voyez que vous allez jusqu'à Monceau-les-Bleus, Crécy-sur-Serre, il y a l'affaire un peu plus loin parce que je n'ai pas pu tout mettre. C'était l'attirage du XVIIe siècle. Et encore à l'époque, on n'incluait pas Aven, hein, qui s'appelait Aven en Hainaut. On n'incluait pas Signy-Petit. Alors que Signy-Petit est historiquement en Picardie, donc est en tirage ardennaise. Et donc ici on descendait, vous voyez, ici donc Crécy-sur-Serre, et puis bon, il y a des villages qui sont ici, vous voyez à Montbéreau, donc on est pas loin. Vous voyez, ça descend très très bas. Alors, quelle était l'unité de cette région-là? Du point de vue linguistique, je ne pense pas qu'il y ait une unité, mais comme il n'y a pas eu de seigneur de tirage, je ne sais pas pourquoi cette région-là s'est appelée tirage. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette unité qu'on a eue après, au 19e et 20e siècle, d'un bocage, c'est-à-dire des pâtures avec des vaches, des pommiers. Tout ça, ça arrive au 19e siècle. Parce que quand on lit les cahiers de doléances de la Révolution, on s'aperçoit que tous les paysans de tirage, qui sont à Marne, se plaignent d'une chose, c'est que les seigneurs les font travailler sur des terres qui ne rapportent rien. Et donc ils demandent à pouvoir laisser pousser l'herbe et à élever des vaches. C'était impossible à cultiver. Vous savez que Hirson pouvait cultiver que du blé noir, du sarrasin. D'ailleurs, il y a une spécialité culinaire des Warlins qui étaient des crêpes à base de farine de sarrasin. On ne pouvait rien cultiver sur ces terres-là. Bien sûr, maintenant on retourne en arrière, donc à cette époque-là, mais avec quel gâchis, hein, on enlève toutes les haies, on utilise des engrais sur les terres qui ne peuvent rien donner. Et tout ce qui s'appelait les riz, qu'on voit derrière ici, c'était des terres cultivables, on mettait les moutons. Maintenant, les moutons, on les met dans des pâtures où il y a une variété d'herbes, les grasses, puis c'est tout. Et c'est très grave parce qu'on considérait au 19e siècle que pour élever une vache de race marolaise, j'en parlerai un de ces jours parce que je ferai une conférence là-dessus d'ici quelques mois, il fallait 22 sortes de plantes dans une pâture. Alors maintenant, ça n'existe pratiquement plus. Donc, quand on voit les dégâts, toi qui habites à l'Arbalète, Patrick, les dégâts dus à l'arrachage des haies qui comblent la rivière en bas, parce que toutes les terres arables s'écoulent par la pluie, il n'y a plus rien sur le sommet, et puis en bas, la rivière se bouche. J'ai vu un article dans la tirage d'il y a 15 jours où on indiquait que la cendre se bouchait au million parce que les agriculteurs labouraient jusqu'au ras de la rivière. Automatiquement, si c'est labouré, ça tombe dans la rivière et la cendre se réduit. Si elle se réduit en largeur, ça veut dire qu'elle va monter et elle va inonder. Alors ça, c'est partie des choses qui sont graves. Donc on en est arrivé à un point. Je vais vous dire un truc aussi pour votre vocabulaire. François, quand j'étais gosse, on ne voyait pas d'enseigne d'Arsigny. Il y avait le comble entre deux, la colline,
Et puis, avec l'effet d'enlèvement tout a été ramené en haut, et on voit l'ancêtre de l'autre côté. C'est spectaculaire. Quand j'étais gamin, on ne voyait pas l'ancêtre. Donc il y a plusieurs mètres qui ont été érodés et fichus. Hein. Donc c'est des terres qu'on ne peut plus récupérer. Donc ça, c'est la première carte de tirage qui ne correspond plus vraiment à ce qu'on définit comme tirage. Je vais vous passer à une deuxième carte. Ça sera la deuxième, je ne passe pas d'autres après. C'est la carte qui a été éditée par le syndicat mixte de tirage, qui regroupe l'attirage de l'Aisne et l'attirage du Nord. Vous voyez, il y a l'attirage du Nord, vous considérez que c'est la Baie-Noire moins l'arrondissement de Maubeuge. Vous avez Maubeuge qui est ici. Vous avez toute cette partie-là qui correspond à la définition de l'attirage. Alors, elle est très claire, la définition de l'attirage se trouve ici. C'est la zone où on peut faire du marouet de la zone contrôlée. Ailleurs, on ne peut pas le faire. Et il y a un village qui s'appelle Ténières-en-Tirage. On ne sait toujours pas pourquoi il s'appelle Ténières-en-Tirage, mais il s'appelle Ténières-en-Tirage. Curieusement, il y a un Boigny-en-Tirage qui est... Alors ça, c'est autre chose. J'allais en parler juste après, parce que c'est encore une autre définition de l'attirage. Donc là, ça se résume à l'Aisne et au Nord. En fait, moi, ce dont je vous parlais aujourd'hui, c'est uniquement l'attirage de l'Aisne. Parce que je vous dirai quelques mots sur les autres parties de tirage, mais c'est, disons, un peu trop compliqué. Alors, pour ce qui est de l'attirage ardennaise, vous avez Monsigny, Petit, Signy-l'Abbaye, Guillard, ça descend jusqu'à Château-Porcien, qui sont linguistiquement un mélange de Picard et de Champenois, et qui sont plutôt rattachés, donc, cette tirage-là, à l'Aisne qu'aux Ardennes, traditionnellement. La limite de la Picardie au XVIIe siècle, elle est mentionnée par une borne dans la forêt de Signy-Petit, à côté de Boussy-Bérémini, une borne qui indique la limite de la Picardie à l'est. Donc ça allait jusque-là. Ensuite, vous avez l'attirage belge. L'attirage belge a plusieurs définitions. Les Français donnent une définition très simple, c'est la botte de Chimay. Toute cette partie-là, juste ici. Donc cette partie qu'on appelle la botte de Chimay parle à un mélange de Picard et Wallon. Mais c'est considéré par les Belges comme du Picard, et non pas du Wallon. Donc après, vous avez à l'est une partie qu'on appelle le Wallon-Picard, et ensuite le Wallon. Donc cette zone-là aussi, c'est l'attirage. Mais les Belges n'ont pas la même définition d'attirage que nous. Elle n'a rien à voir avec l'attirage linguistique dont on parle. C'est une région qui va très très loin. Vous avez ici, donc, il y a un tirage, donc plus loin, avec une forêt qui s'appelle la forêt de tirage. Et on va pratiquement jusqu'à Givet, dans les Ardennes. Vous vous rendez compte? La tirage est très grande. Mais il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'unité linguistique. Il n'y a pas non plus d'unité, disons, de paysage, parce que c'est à la fois des pâtures, des forêts, essentiellement des forêts. Et puis, du point de vue géologique, le sol ne correspond pas à nos terrains, il correspond à ce qu'il y a sur l'élection, c'est tout. La région d'élection, c'est de la terre primaire, terrain exsangue. Donc, pour être clair, je ne parlerai que de l'attirage de l'Aisne, parce que les autres, c'est toute une autre civilisation, je veux dire, aussi bien linguistique que du point de vue culturel, puisque je n'étais pas français jusqu'à Louis XIV. Alors, le fait que j'ai défini l'attirage, celle dont je vais vous parler, le deuxième point, enfin plutôt le premier, mais j'ai voulu définir d'abord l'attirage, le deuxième point c'est la langue de tirage. Alors au début du XXe siècle, il y a un tiracher qui s'appelle également un historien, qui a écrit un petit ouvrage sur le tiracher, la langue tirachienne. Alors je trouve qu'il est d'accord pour dire que c'est du Picard, ça il le dit tout de suite, mais spécifique à l'attirage. Et ça, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord dans la mesure où on peut parler du tirachien. Moi, j'ai fait des enquêtes linguistiques dans 40 villages de tirage, et je n'ai pas trouvé le même langage d'un endroit à l'autre, tout en ayant dans chaque village un fond Picard commun. 800 900 mots en commun dans chaque village. Quoi. Il y a, quand on passe de Oisy, par exemple, Oisy qui est la limite nord-ouest de la tirage linguistique, et qu'on passe à
Morgny-en-Thiérache, qui est vers le sud-est de la tirage linguistique. Alors, on n'a pas beaucoup de convergence dans la façon de parler. Mais pourtant, Gadnon, qui était de Vervins, lui, et donc au milieu, il trouvait qu'il y avait un langage tirage. Alors moi, je pense qu'on peut diviser en trois la zone de la langue tirachée. En partant de Loisy et Treux, en descendant jusque l'Ambiphalie, pour rester dans la zone de la tirage administrative, à l'ouest, c'est du Picard, proche de celui du Vermoncourt qui est en Brésil, plus vers le nord. Donc là, c'est carrément Picard. Dans la zone centrale, on se trouve ici à Vervins, avec la Bouteille, Varsigny, Chabours, plus au sud, on va même jusqu'à Chouilly-Pouilly dans le Danois, et puis au nord, la Bouteille, Hirson, etc. Là, on est dans une zone picarde avec des influences champenoises. Puis plus à l'est, Leuze, les villages de la Terre chardonnaise, au-dessus des Rumilly, Liard, etc. L'est, disons, Morgny-en-Thiérache, que je parlais tout à l'heure, Montcornet, Rosebois, on est dans une zone pratiquement à égalité Picard-Champenoise. Et à l'est de cette zone-là, qui déborde dans les Ardennes, le dernier point au sud-est de la Thiérache et en Ardennes, où on peut encore dire qu'on a du Picard, c'est Roquigny. Roquigny dans les Ardennes, pas Roquigny dans l'Aisne. Et c'est donc l'extrême limite. Mais ça peut être revendiqué par les champenois comme étant champenois, picardisé. Enfin, on est dans une zone de transition, il faut le dire quand même. Mais ce qui compte surtout dans ces cas-là, c'est ce que les gens ressentent. Est-ce qu'ils se sentent plus proches de la Picardie ou de la Champagne? Et quand j'ai fait les enquêtes dans ces villages-là, et j'en ai passé des heures à faire ces enquêtes-là, les gens ne se sentent pas liés à la Champagne. Ils se sentent liés à demander aux gens de Bossu-les-Rumilly comment ils appellent les autres Ardennais, ils les appellent ceux de la Meuse. Donc c'est un signe qu'il y a une différence quand même. Alors, dans l'Avesnois, pour quand même toucher un petit mot de l'Avesnois, l'Avesnois qui a été séparé donc, pendant des siècles et des siècles de la partie tirachée de l'Aisne, puisque ça appartenait aux Espagnols, aux Bourguignons, etc. L'Avesnois, lui, a été en contact uniquement linguistique avec le wallon. Et donc la zone l'Avesnois, et plus on va à l'est de la région d'Avesnes, il est légèrement influencé par le wallon. Quand on passe dans la zone de Chimay, la partie picarde de la Belgique, la côte de Chimay est reconnue au niveau du gouvernement belge comme une zone picardophone. Dans cette zone-là, on a quand même une bonne influence wallonne pour beaucoup de façons de s'exprimer, surtout du point de vue phonologie, du point de vue prononciation, plus que du point de vue vocabulaire qui restait quand même très proche du picard. Par exemple, là où on dira un chapia pour dire un chapeau, on sera en Wallonie, et dans la zone intermédiaire, on dira un capia à la place de dire un capieu ou un capieux. Et donc dans cette zone-là, on sera déjà en zone picarde, le fait de dire capieux plutôt que chapia. Voilà. Ça, c'est des choses, disons, techniques, mais c'est le ressenti des gens qui est le plus important. Alors, bien entendu, dans la diversité de la langue, au niveau du picard, on dit toujours, mais les gens de la Somme ne parlent pas comme nous, etc. Je vous dis, j'ai toujours relevé autour de 800 à 900 mots en commun. La grammaire est la même. On a la même façon de parler. C'est-à-dire, nous, on se rend bien compte quand on habite en Thiérache, qu'on ne parle pas toujours un français correct. Je vous redis, pour ceux qui l'ont déjà entendu, ceux qui l'ont pas entendu, je leur dis, une phrase avec des mots uniquement français et une grammaire picarde. Elle a acheté des pommes de terre pour aller faire des frites pour manger au soir. C'est une phrase avec des mots uniquement français, mais qui n'est pas française. La grammaire est picarde. Donc ça, c'est commun à toute la région, que vous alliez de la côte picarde jusqu'aux Ardennes thiérachiennes, vous avez cette formulation-là, qui n'est pas du tout champenoise, ni wallonne, ni française. Donc c'est important de repérer ça. Alors il y a quand même eu, on a beaucoup méprisé le patois,
disait, le patois, la définition du patois, c'est une langue régionale très dépréciée, où ils ont beaucoup de vocabulaire, dominée par une langue principale, une langue officielle, et dont les mots gagnent petit à petit la langue régionale. Donc on parle rarement du picard pur, on l'écrit, mais on s'exprime surtout dans le patois, c'est-à-dire un mélange entre les deux, plus ou moins riche en picard, plus ou moins riche en français. Et alors il y a quand même des auteurs des auteurs régionaux, je prends que des auteurs tirachiens français qui ont une réputation internationale, même des gens de haute réputation, qui ont aimé cette langue-là. Alors il y a Ernest Lavis, celui qui a écrit l'histoire de France au XIXe siècle, qui était d'une union tirage, qui disait aimer se retrouver autour des hommes alsapes. Les hommes alsapes, c'est les bûcherons de la forêt du Nouillon. Il aimait bien les retrouver. Enfin, je vais plein de témoignages de ce qu'il a dit. Une des expressions qu'il a dit. Marc Blancpain, que beaucoup de gens ici ont connu, était quand même quelqu'un connu internationalement. Et il a même tenu, dans un livre que mon association a publié, à faire un glossaire à la fin, un lexique avec tous les mots de Picard, du Nouillon qui lui restaient et auxquels il était attaché. Ensuite, vous aviez l'helléniste Charles Gros, qui était originaire de Vervins, qui lui était très très attaché aux termes locaux et trouvait que ces mots-là n'avaient pas d'équivalent en français. Et un jour, il a écrit à ses parents, il était en Espagne, il écrit « Ce n'est pas tout d'avoir une capa, écrit-il, c'est comme un châle, il faut savoir le porter. Tu verras que la capa a ses commodités. Cela couvre le visage jusqu'aux yeux, et si l'on veut se garantir du vent, car l'espagnol est frileux, cela m'amènera à faire le frileux comme eux et de mucher ma nez à ma main tue. » Il était perdant, il a écrit ça. Il a terminé parce que c'était bien d'écrire belle lettre à ses parents, mais à la fin il n'a pas pu résister, il a fallu qu'il écrive en picard au tirage. Alors, à un autre endroit, il écrit « Ça nous apprendra ». Hein, ça, c'est quelque chose qu'on dit en tirage, mais on croit être français, pour dire « ça leur servira de leçon ». Ça nous apprendra. Alors, il y a un autre écrivain qui a vécu en Algérie, qui a beaucoup bourlingué, mais qui est vraiment resté fidèle à la tirage, qui était Ruiz, c'est Jean Richepin, mais dont la famille, toute la famille des Richepin sont originaires de Bouteille, et qui a utilisé énormément de mots de tirachien dans ses livres. Il a utilisé amont pour dire n'est-ce pas, un peu partout. Il a utilisé audet, quelqu'un qui est audet, il est fatigué. Il a utilisé perlampier. Perlampier en tirage, ça veut dire un ouvrier, un moirien. Bon, dans le Vimeux, dans l'ouest de la Picardie, c'est un ivrogne. Mais souvent un ivrogne, on n'oublie non plus. Donc, et puis le mot le plus courant dans Richepin, et l'autre, c'est merligaudier. Un merligaudier ou un merligaudier, donc un roi-nichel. Après, il y a Gabriel Anoto, qui a quand même été écrivain connu, qui a séjourné énormément dans son enfance dans 3 villages de tirage, Tavou, à la limite de tirage et du Nord. Il a été aussi à Liège, la famille à Liège. Il avait une grand-mère à Lemay. Donc il était à Lemay. Je me souviens dans un livre de Anoto, il dit à Lemay, il vit toujours dans les caves, en été pour pas avoir trop chaud, puis en hiver pour pas avoir trop froid. C'était sa définition des gens de Lemay. Et donc, lui, il a écrit, par exemple, un nomel pour une armoire, Berdé pour Bougonnet, la salade verte, l'oseille surde, tout ce qu'on dit dans le tirage. Alors ça, c'était pour la langue. Au niveau de la culture, on peut commencer par la langue, celle qui mange, celle qui goûte. C'est vrai qu'on a une culture, alors là, de plus d'unité. Dans la tirage, on a quand même les mêmes recettes partout, une salade au lard, même si on se bagarre, parce qu'il y en a qui font la salade au lard, la salade cuite, idem avec la salade crute. Moi, je préfère avec la salade crute. Enfin, chacun ses goûts. Je suis sûr que ce chrétien de manger avec la cuite. Salade au lard, manger avec la cuite ou de. Oui, c'est à l'est de la tirage. À l'est, c'est. Nous, à l'ouest, on mange de la crute. Enfin, c'est comme ça que je le mange. Donc, c'est la sœur.
Hein? C'est meilleur cru. Ah bah oui, mais vous êtes de l'Ouest, alors vous pouvez pas visiter. Eh oui, c'est meilleur. On ne se bagarrera toujours là-dessus, hein, parce que c'est rachis. Et donc après, il y a les tartes, hein, les fleurs à balos, les fleurs à badré. Oui, à balosser, c'est almé. C'est almé. Almé, hein. Ceux qui ont la diarrhée, on leur dit qu'ils vont être allumés, manger du flan à balosser. C'est ça qu'on dit, parce que la mer, on dit mer, c'est collé. Et puis il y a le boudiné, hein, qui est aussi commune à toute la tirage, c'est quand les gens utilisent le cochon à la maison. Mais plus drôle. Le boudiné qu'on apportait, le boudiné à ses voisins. Ouais, et puis des riblettes de cochon, hein, qu'on a. Voilà. Donc tout ça, tout ce que je vous ai dit là, c'est pour développer le patrimoine et la culture de la tirage. Donc on va développer. Alors, la première partie, je vais vous proposer de comment identifier la tirage quand on y entre et quand on y circule. Alors, donc, la première image que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était ça, vous entrez en tirage, un Picardie, je dis pour l'instant, vu ce qui s'est passé, qui pourrait être un champagne, même d'ici quelques temps, Pays de Vache, de lait de Marolles, l'église des châteaux, ralentissez jusqu'à vous y arrêter. Alors, j'ai mis en dessous une grenouille, et puis rien de voix. Ranvoie qui est Redval, hein, qui veut dire la vallée aux grenouilles. Mais c'est encore plus intéressant que ça, vous verrez après. Donc on va passer à ça. On pourrait mettre ça à l'entrée d'un tirage. Ça serait un peu provocateur, mais c'était fait exprès d'ailleurs. Donc à 1000 mètres, vous entrez en tirage. Vous voyez, ça quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me suis amusé à faire ça dans sur mon ordinateur. Bon, alors, quand même en Europe, hein, il faut le dire. Je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, hein, c'est ça, enfin, je vais proposer. C'est grave. Je ne sais pas si vous êtes ceux qui ont de l'âge, on se souvient peut-être du FLT en 1968. Je ne sais plus de son nom, hein, c'est M. Bandouzi-Lacour, qui avait une traction avec FLT dessus, puis qui s'est fait prendre en mettant un pain de plastique sous un poteau électrique entre Bandouzi-Lacour et la bouteille. Il avait décidé de faire le front de libération de la tirage. Vous êtes en prison. Une bouche pour le FLT. Bon, je le dis, parce que quelquefois que les journaux mettent que j'ai proposé l'intervention de la tirage. Non, pas du tout. Alors, sérieusement, je propose que. Moi, je voyage beaucoup en France et je m'aperçois qu'on est une des rares régions où on n'est pas les noms réels des villages à l'entrée. Bon, quelquefois, c'est sûr que le mot local, c'est vraiment le mot qui est transcrit en français, parce qu'on n'a pas réussi à transcrire autrement. Je pense à Uni, par exemple, j'imagine mal qu'on ait écrit en français O-U-I-M-Y, ça n'aurait pas été. Donc on a gardé le W qui existait, parce que W c'est une langue picarde, et une lettre picarde, qui existe en français, on ne sait pas. Les gens qui arrivent, les Parisiens, ils vont dire Vini pour dire Uni, hein, on va dire Uni. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, on dit Liège. Encore que, quand j'étais petit, il y en avait qui disaient Liège. Donc, je propose des panneaux. Je vous montre quelques exemples seulement. Alors là, il y a un truc qui n'est pas trop sérieux, mais je vais vous dire. Donc, chouane. Alors, je ne l'ai pas trouvé d'autre façon d'écrire, mais si les gens du village veulent l'écrire autrement, ils l'écrivent autrement. Chouane, c'est chevenne. Alors, je déconseille de prendre cet orthographeur. Je la donne simplement pour une raison simple, c'est que pendant la guerre de 14, il y a une dame qui revenait de Chouane et qui arrivait à l'église de Saint-Méchaumont. Et c'est une dame qui habitait en face, un Alsace, qui m'a raconté l'histoire il y a quelques années. Cette dame arrivait de Chevenne, et il y a un Allemand qui était posté là au carrefour et qui lui a demandé quelque chose, comme elle disait qu'elle n'avait rien compris ce qu'il avait demandé. Elle a dit qu'elle venait de Chouane. Elle venait de Chouane. Et lui, il a cru qu'elle traitait de cochon, et elle s'est fait tabasser à coup de matraque. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis Chouane, transcription possible, mais déconseillé quand même, on ne peut pas aller trop loin. Alors, j'ai mis en deuxième quand même, elle met, alors j'ai bien mis Alexandra pour dire elle met, parce qu'on dit elle met, hein, c'est là qu'on mange des blavocette. Alors ici, c'est le code de l'ordinateur, hein, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais mis de U devant Hirschon. Alors Hirschon, ça s'écrivait comme ça au XVIIIe siècle avec un Y à la place du I souvent, mais aussi comme ça. Ça veut dire le hérisson, hein, en tout cas, un Hirschon.
Alors, moi, je l'ai écrit comme ça parce qu'il y a beaucoup de raisons qui restent. J'ai vérifié dans toutes les unités de raisons. Étropon. On ne dit pas étropon, on dit étropon. Donc, étropon, E-trait. E-trait, les blancs de E-trait. Après, je vous en ai pas quelques-uns. Arsini. Alors, ça correspond à l'étymologie en revanche. Oui. Il y a un H, Arsini, et un C, qui ne correspondent pas à la réalité. Arsini, ça veut dire qu'il a brûlé, donc c'est Ars, A-R-S. Comme Jeanne d'Arc, elle a été Ars. Elle a été brûlée. Donc c'est Arsini, ça devrait s'écrire comme ça. Alors, Buron-Fosse fait deux propositions, soit Buron-Fosse, sans le I, puisqu'on dit jamais Buron-Fosse, ou bien Buronton et Papinette, puisque c'est comme ça qu'on dit d'habitude. Après Guise, pour être sûr qu'on ne dise plus Guise, j'ai rajouté un H, un très bas sur le U, et ça fait Guise. Et comme ça, les Parisiens sauront que ça se dit pas Guise. Et Corbeil, Monderpuche, alors c'est comme ça que les gens disaient encore il y a quelques années, il y en a encore qui disent. Cheusse, la Cheusse, donc Cheusse. Mais tout ça. Flamanderie, Wattigny, Léry du Léville. On ne dit même pas le Léville, on dit Léry. Mais c'était pour ne pas confondre avec la Héry à côté de Gerson. Le Héry de Léville, c'est Léry. Monceau-Neux. Knoy, avec un accent sur le Knoy, on peut dire Nag, et Gros Nord. Gros Nord, on dit pas Gros Nord, on dit Gros Nord. Et Brandouille, qu'est-ce qu'il connaît Brandouille? En Tréfri et Foigny. Il y a entre deux bois, ça s'appelle Brandouille. On va pas mettre entre deux bois, alors c'est Brandouille quand même. Ah, j'en ai encore des hameaux comme ça. Richemont. Le Coubéni. C'est là qu'il n'existe pas, hein, que c'est le coq banni en français. Le problème, c'est que banni, ça veut dire béni. Ça veut pas dire banni comme avait interprété l'abbé Lacharel. Il s'était trompé, ça voulait dire qu'il était béni. Et Thiobervin. Là, j'avais dit petit Vervin, c'est marqué sur les pancartes, petit Vervin, j'avais personne qui a dit ça. Et les Montbec, à côté de la Capelle. Alors là, c'est pas une proposition, parce que je suppose que ça ne sera jamais accepté. C'était simplement pour me rappeler qu'il fallait que j'arrête et que je change de sujet, donc je dis oh, avec les chevaux, Estopilo. C'était pour me souvenir que je devais arrêter de parler de ça à ce moment-là, sinon j'arrêtais de parler de ça. Alors, j'en étais à la deuxième partie, comment identifier l'attirage par les produits qui y sont élaborés et les endroits qui les fabriquent, les lieux, les magasins, les usines, etc. Alors ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Alors vous allez me dire, tout ce que je vous dis là, je vais me présenter aux prochaines élections, mais non, pas vraiment. Alors par exemple, les boulangeries. Alors, en sachant que le mot boulanger, ça vient du picard bilingue, pas du provençal comme ils nous ont fait voir un moment à la télé. Ça n'a jamais été du provençal, ça a toujours été inventé en Picardie. Pourquoi pas mettre du gris sur les boulangeries qui font de la pâte Picard, pas d'épeautre par exemple, des choses comme ça. Alors il y a quand même des gens qui ont déjà anticipé sur ce que je dis. Il y a à Chigny un élevage de chèvres, il faut laisser Chigny côté de Marigny, un élevage de chèvres qui fabrique du fromage de chèvre et qui a pris comme nom la magueterie. Alors ça, j'ai trouvé que c'était bien, parce qu'il y a personne qui leur a proposé, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Alors, dans le même cadre d'idée, on pourrait, par exemple, présenter un menu dans les restaurants comme ça, avec une partie en français à gauche et une partie en picard à droite. Alors, en entrée, une part de flamiche au maroilles qui devient une dame de flamiche au maroilles. Le lapin au gnocchi tirachin, ça je vous en parlerai après, pourquoi ça s'appelle le conin à guérule, je vous en parlerai après. La purée de légumes verts des pourelles, je vais vous dire parce que les fameuses garnures doivent se manger avec les pourelles, c'est mieux. Et après, un choix de fromage, marron, Mamouk cave, vous avez vu, le mamouk c'est du fromage blanc, chèvre, des caves, du maliko, je ne sais pas si vous connaissez le maliko, c'est un fromage qui est fait à Oisy, c'est du brebis. Façon maroilles. C'est un fromage très doux qui ressemble un petit peu au fromage pyrénéen. C'est excellent. Et donc c'est fait à la part de Maliko à Oisy. Et vraiment très bon.
Et puis une tarte à la compote de prune, le flanc de ballon sec. Voilà, peut-être, mais. Là, c'est des propositions. C'est pas grand-chose, mais je vais vous dire, un touriste qui vient d'une région, un breton par exemple, qui vient ici, on lui propose le sujet en français, et c'est vrai que c'est intéressant, mais quand on le propose en picard, ça fait plus folklorique, plus exotique, et donc ça peut peut-être l'inciter à aller plus dans un restaurant comme ça. Ce sont des propositions. Alors ensuite, pourquoi pas dire, par exemple, vous voyez, au comté de la Lousie, où nous vivons, on fabrique du foie gras d'oie. Pourquoi pas appeler ça du crafour bio? Parce que le foie gras, on connaît le foie gras de Périgord, d'Alsace, actuellement en France et puis du Gers, mais celui de Thiérache est plus connu, mais s'il a un nom thiérachien, crafour bio, franchement ça ressemble à quelque chose, ça. Il aura peut-être plus de chances de se faire vendre. Je pense aussi à quelqu'un qui a fait des efforts aussi, la Triperie de l'Usoir, qui vend des carbonates, écrit comme ça, qui vend plusieurs produits avec des noms picards, de salade au lard. Voilà. Et puis, je pense que les tripes, on disait des nœuds de panche. Alors, on pourrait en faire tout un tas de sortes, des nœuds de panche aussi, des nœuds de panche, je ne sais plus à quoi ils font aussi, ils font au Marpal, et puis, à Échaumont, il y a, comment ça s'appelle, Rémi Mulet, qui fait du boudin blanc de lapin. Je crois que vous avez déjà mangé ça. C'est bon, hein. C'est excellent, excellent. Donc, il l'appellerait blanc boudin de Conin, ça ferait mieux. Je vais lui dire ça. J'ai pas le temps de lui dire. C'était envoyé à soir. Alors, une autre proposition, et là, vous allez voir un petit problème technique, mais c'est à cause des polices d'écriture qui n'étaient pas compatibles. C'est d'inscrire pour tous les produits qu'on fabrique en tirage, des produits qu'on vend dans les magasins spécialisés ou dans les rayons spécialisés des supermarchés. Derrière, il y a la composition en français, en italien, en espagnol, etc. Et pourquoi pas la mettre en militaire? Non, c'est pas encore ça. Attendez, je vais vous montrer ça. Après, je vais vous montrer ce que c'est. Alors bon, c'était mieux réalisé que ça, mais problème de caractère. Donc vous voyez, en picard, il y a une galette au bouillon. Donc il devient des biscuits salés en français, salés, pas d'accueil sans en anglais, etc. Donc je l'ai mis dans le mal de langue, même en grec, hein, vous voyez. Mais en grec, c'est pareil, le caractère nous a fait sauter des trucs. Hein. On va prendre ici, c'est un i très bas, un i très bas. Enfin, oui, n'importe quoi. En grec, c'est n'importe quoi. Ce qui est sorti, c'est pas du tout comme ça. Enfin, tout à l'heure de moi, j'ai dit que c'était bon, mais c'est pas bon. Et voilà, donc on met des freins de fourmin pour de la farine de froment, du pur à voiture pour du beurre pâtissier, du chup, du C, du V, des cramés en poudre, du LG en poudre, du phosphate disodique, et puis un émoussant, donc un émulsifiant de l'échétine, parce qu'ils en ont partout de l'échétine. Donc j'ai voulu, en me disant que ça marcherait peut-être à comme recette de gâteau, j'en sais rien. Donc j'ai inventé ça hier, pour dire je pense que pour un produit local, s'il y avait la composition dans la langue locale, ça ferait quand même un point de plus. Parce que que ce soit en grec, en italien, en néerlandais, en néerlandais encore, ils sont pas loin, mais l'espagnol, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Mais en revanche, si c'était Martin Picard, je crois que ça intéresserait des gens. Rien que pour faire une collection de paquets de gâteaux, c'est écrit en Picard. C'est une proposition. Hein. Là, j'ai mis une proposition pour les que on a passé juste avant. C'est le fromage de chèvre de Chigny, donc ma maquetterie. Alors, du mamou, c'est du fromage blanc, ça se dit notamment arsenic, derrière aussi. Du mamou de cave, alors des craches maquières, des maquières, c'est de la matière, hein, tirachien. Guaranti braché à Chigny, maquillage. Et là, c'était marqué aussi braché à Alsace, mais ça n'apparaît pas dans la ferme. Et puis à conserver entre la supérieure comme une erreur de cidre, inter 0 degré ici, degré centigrade. Voilà. Juste pour la tête de chèvre, je l'ai cliqué sur un colonne de chèvre d'Ardèche. Je voulais, mais je n'avais pas le temps de dessiner de chèvre. C'est un fromage de chèvre d'ailleurs. Et après, alors ça c'est une idée que j'ai eue. Voilà. Si le Saint-Cyr tirage, vous en avez.
fait rien qu'avec des pommes de tirage. Ça, c'est une idée. Donc, le premier soir, j'ai dessiné il y a 25 ans. Maintenant, il y a toutes des étiquettes de cidre. N'importe où, il est partout. Mais comme c'est moi qui ai le plan, je me suis permis de leur mettre là. Et je pensais à un truc qui. Ça fait penser à René Lefebvre. Ah oui? De Richaud. Oui, bah oui, c'était mon voisin. Et. Il me semble qu'on le voit au bout. Ouais, c'est vrai. Et donc, quand je l'ai dessiné, j'ai travaillé en Algérie. Je l'ai dessiné une mémoire dans la tête le pressoir. Bon, c'était fait comme ça pouvait être fait. Et je disais, on fait du cidre de fermier de tirage, mais on n'a jamais pensé à faire du cidre de variétés de tirage, de pommes de tirage. Bon, nous, on a toujours fait du cidre comme ça, mais maintenant, en tirage, on a donné des subventions pour cultiver des pommes. Mais pas n'importe quelle pomme. Les subventions ne sont accordées que si on cultive des pommiers de variétés anglaises et américaines. Ah oui. Et donc les gens qui ont accepté de planter ces pommiers-là, qui demandent entre 25 et 30 traitements chimiques par an pour produire, alors que nos variétés, elles poussent toutes seules, elles donnent toutes seules sans qu'on ait besoin de les traiter. Et je pense que même des pommes cultivées bio, c'est ces pommes-là qui ne correspondent pas au goût traditionnel du cidre de tirage. Le cidre de tirage, il a perdu son originalité, puisque si on utilisait par exemple des rouillettes, les rouillettes, c'est des pommes du coin, des rouillettes, des médailles d'or, des Isidore Jacques, qui s'appelle aussi, on en trouvera le médecin, qui s'appelle variété de Lebé aussi. Je n'en connais plus qu'une personne de Lebé qui en a, mais on l'a sauvegardé, c'est René Dossi qui en a encore. Et c'est une variété très très ancienne, et qui est connue dès le début du 19e siècle. Ce qui veut dire que quand on fait le cidre avec cette pomme-là, il n'y a pas le même goût, c'est certain que le cidre industriel, même fait avec des pommes de tirage. Donc je pense qu'il faudrait avoir un label en plus, pommes de tirage local, de variété locale. Parce que c'est pas tout, parce que si on fait comme du cidre, comme en Angleterre, vous savez pourquoi on a demandé les variétés anglaises et américaines pour les gens qui acceptent de cultiver ici? C'est parce que c'est uniquement fait pour l'exportation de jus de fruits au goût anglais et américain. Donc avec les pommes de tirage, ça ne marche pas. Donc il faut un certain nombre de variétés de chaque sorte. Le problème, c'est qu'elles sont énormément traitées chimiquement. Et donc ça pollue les nappes, ça pollue les pieds. De toute façon, ça reste sur la peau. Quand on les écrase, la peau les laver, il reste quand même beaucoup de poison dessus. Voilà, donc ça, je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Alors, donc, j'en étais arrivé tout à l'heure au menu, puis dans le menu, il y avait du lapin au guernouille. On va le retrouver. Non, c'était avant. Voilà. Alors, en français, j'ai mis lapin au gnocchi tirachien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les guernouilles de Rennes. C'est pas par hasard que tout à l'heure, j'ai mis Rennes en premier. À Rennes, on fait du lapin au guernouille. Il y a des guernouilles de lapin, ça dépend. Quand on voit les choses. Mais ces guernouilles-là, ce n'est pas des guernouilles avec quatre pattes qui sautent, etc. C'est une espèce de gnocchi. Alors, on fait des petites boules de pâtes qui sont cuites dans l'eau. Et là, à Rennes, c'est cuit d'une façon spéciale. On cuit le lapin dans l'eau. Quand il est cuit, on garde le chaud dans le four. Et dans le bouillon, on verse donc avec une petite cuillère, on verse des petites boules de pâte. La pâte est en fait avec de la farine, de l'eau, du sel, du poivre, et puis un peu de levure chimique pour que ça gonfle. Et c'est pour ça que ça s'appelle des garnouilles, parce que ça gonfle comme un ventre de garnouille qui on a mis une cigarette dans la bouche. Et donc, quand on plonge ça dans l'eau de cuisson du lapin, on obtient des boules soufflées et qui ressemblent à des gnocchis italiens. Mais typiquement français et tirachien. Et donc, c'est une de mes anciennes élèves qui m'a fait ça. Ses grands-parents m'ont expliqué exactement comment on faisait. Et donc, je trouve que c'est intéressant. C'est très bon, c'est très très bon. En fait, apparemment, d'après ce que m'ont dit les grands-parents de cette ville-là, ça aurait été inventé à la guerre de 70 quand il n'y avait plus de pommes de terre. Les Allemands prenaient toutes les pommes de terre. Et donc, ils ont inventé ça pour remplacer les pommes de terre avec le lapin. Bon, ça c'est peut-être une légende, mais c'est ce qu'ils ont dit.
Ça peut être intéressant quand même. Alors ensuite, dans les pâtisseries de la région, il y a beaucoup de pâtisseries qui sont pas très connues et pourtant qui sont excellentes. Par exemple, sur les fêtes et les foires, on ne voit jamais de gueufles à citrouille. Des gueufles à citrouille, on n'en voit jamais. Or, c'est une recette, à mon avis, c'est une des meilleures recettes de gaufres. Moi, je connais ça dans ma famille depuis mon arrière-grand-mère, quand on faisait ma grand-mère, ma mère et moi-même qui fait comme les enfants, et les enfants savent le faire aussi maintenant. Donc, pour vous dire, vous faites une pâte à gaufre normale, et vous rajoutez à peu près 75% de purée de potiron cuit par rapport au poids de farine. Si vous avez 101 kg de farine, vous mettez 750 g de citron, à peu près. Vous savez comment on fait une pâte, on ne mesure pas. On voit une couleur. Ça donne des gaufres qui sont très bonnes, pour un goût très différent des gaufres ordinaires, qui sont un peu plus molles et qui sont surtout très jaunes, très agréables. D'aspect, on a envie de les manger. Et donc ça, je vous le conseille parce que c'est très bon. Ça serait à mettre ça sur les foires pour donner un peu de folklore régional sur les foires. Ensuite, il y a des petits gâteaux, des gâteaux plus importants qu'on pourrait trouver dans les pâtisseries, et notamment les chopins de Berlin. Chopin de Berlin. Vous connaissez le Berlin, non? C'est des espèces de petits gâteaux qu'on fait frire et qu'on mange, qui peuvent se garder dans des boîtes en fer, peuvent se garder dedans. Elle est sur les petits. Elle est sur les petits livres, ouais, de la cuisine. C'est. Comment ça s'appelle j'arrive pas à retrouver son nom. Un livre Joël qui t'a donné. Non, c'est pas lui. Moi, j'arrive pas à retrouver, c'est pas un bien. Je l'avais pas lesquels. Qui me l'a donné parce que c'était les gâteaux que sa grand-mère faisait tout le temps pour le Nouvel An et il en restait toute l'année dans des boîtes en fer. Madame Bleuse. Madame Bleuse, ouais, c'est ça, c'est Madame Bleuse qui fait, c'est ça. Et c'est excellent comme truc. Après, une autre recette, ça c'est une recette aussi de mon arrière-grand-mère, c'est les doigts de Churchill du Bougeon, les doigts de sorcière du Bougeon. Alors là, c'est une espèce de pâte, un peu comme la pâte à tarte qu'on fait ici, la pâte levée, mais au lieu de la mettre dans une tourtière, on la roule en forme de doigt, et on fait cuire sur la plaque du feu, ou bien dans une poêle à frire, ou sur une crêpière, puis on les mange au fur et à mesure, ça fait un repas, les gens mangent des doigts de sorcière toute la soirée, et ça fait un peu comme quand on mange des gaufres ou des crêpes, chacun son tour, on a les doigts de sorcière à manger. Et c'est excellent aussi, vraiment excellent. On peut le tremper dans du sucre, dans le café, dans tout ce qu'on veut. Ça, c'est des choses qui ne sont pas très connues. Après, je vous montrais tout à l'heure le hameau de Brandouille, entre deux bois. Il y a une recette qui s'appelle les tatichons. Tatichons, c'est des grosses crêpes aux pommes. On verse de la pâte à crêpes dans une poêle, on met des tranches très très fines de pommes dessus, on verse de la pâte à crêpes dessus, et on le retourne dans une autre poêle. Ensemble, on a dans la première poêle, on fait ça sans arrêt, puis il y a des gosses qui mangent à côté ce qui a été fait dans la première, etc. C'est excellent. Ma grand-mère faisait ça régulièrement pour le goûter. Ma grand-mère faisait ça. Et c'est des souvenirs. Alors après, il y a d'autres trucs. Les gneux. Vous connaissez les gneux? Enfin, ça veut dire les ici, les gneux. Les gneux de Mentionneuf. À Mentionneuf, on fait des gneux. C'est une espèce de pâte sablée levée. C'est-à-dire une pâte à tarte qu'on fait normalement, sucrée, et qu'on laisse lever. Et on forme des zizi, comme ça, et on les fait cuire dans la friture. C'est excellent. Pour ceux qui arrivent à digérer des trucs comme ça, parce que c'est quand même un peu dur à digérer. Après, il y avait les cugnons de Noël, qu'on faisait ici pour Noël, c'était des espèces de brioches un peu sablées aussi, un peu la même pâte que les menus. Et puis les waranks d'Ilson, qui étaient des crêpes à base de farine de sarrasin. Alors ça, c'était pour la nourriture. Je passe aux produits artisanaux. J'ai peur d'avoir trop de choses à dire. Alors, dans les produits artisanaux, il y avait, puisqu'il n'y en a plus beaucoup, l'osier. L'osier, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et l'osier a un vocabulaire absolument incroyable. J'ai réuni, grâce à Émile Réal, qui était Réunion-Tirage, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu Émile Réal, c'était quelqu'un, un ancien assureur qui était très très cultivé et qui avait une collection d'outils de vannier absolument incroyable que j'ai pris en photo, mais les photos n'ont pas réussi, mais comme je suis méfiant, je vais d'abord dessiner tout avant de les prendre en photo, plutôt après de les avoir en photo, donc je les ai encore en photo, parce qu'après on ne sait pas ce que c'est devenu à sa mort,
On n'a jamais su ce qu'était devenu toute cette collection d'outils. Et donc, chaque outil, chaque technique, chaque avancée de la fabrication d'osier a son mot bien défini. Et les noms du panier aussi. Hein. Par exemple, quand on ratait un panier, on les mettait à l'tille. Foutaltille en tirage, ça veut dire foutaluche ailleurs. Luche, c'était jeté par la fenêtre. Foutaltille, c'était dans une caisse. L'tille, c'était une caisse où on mettait tout ce qui était trop tillage. C'est ce qu'on m'a raconté. Donc, quand on pleumait les branches d'osier, hein, tout ce qui était trop coriace, qu'on n'aurait pas pu plier, etc., on les foutait à la tille. Et c'était donc une caisse où on mettait ces branches-là, et puis ces branches-là, elles allaient au feu après. Donc c'était ça, foutaltille, en tirage, on dit toujours ça pour mettre au rebut. C'est l'expression pour mettre au rebut. Et ça vient de la fabrication d'osier. Il y avait les cordes qui étaient fabriquées notamment dans la forêt de Marfontaine. On fabriquait des cordes avec la tille, mais là, le tille, dans ce sens-là, c'est le libère des arbres, des tilleuls, donc la partie coriace. Quand vous voyez un tilleul, vous voyez toujours par terre des morceaux d'écorce qui sont fibreuses. Et bien, ces morceaux d'écorce, on les filait, on faisait du fil de tille, et à partir de là, on faisait des cordes. Et il y avait encore un cordier, il y a quelques années, qui se baladait, qui était à Ardennais, qui passait un peu sur toutes les foires. Il est venu à Humet, d'ailleurs, à la fête du Cid. Et il allait partout, je ne sais pas ce qu'il est devenu, c'est que longtemps je ne l'ai pas vu. Il est peut-être plus là, je ne sais pas, où il a plus la force de le faire. Et il nous faisait des cordes, des solidité absolument incroyables. Et il avait beaucoup travaillé le tille dans le temps. Et à Marfontaine, à une époque, donc, la forêt sur le haut de Marfontaine, entre le même Marfontaine, on faisait des cordes en haut, et on descendait le bois dans la rivière qui était flottée jusqu'à Paris. Donc il partait de là, vous vous rendez compte, toutes les rivières jusqu'à l'Oise. Et pour aller à Paris, flotter sur les rivières. Le bois du tilleul. Alors que les cordes servaient à faire des cordes. Après, vous avez le travail, alors je résume un petit peu tout ce que je devais dire, mais je peux tout dire. Le travail des bois jolis et des sabots. Oui. Vous avez quand même un trisaïeul qui était sabotier au bougeon, alors j'ai encore une paire de sabots qui a été fait par lui. Alors, là, il y a une belle foire, hein, au mois de mai, là. Il y a quelques lots de picards qui sont placés dedans, hein, picards de tirage, qui sont mis, mais c'est pas suffisant. Il y a notamment un mot fondamental à mettre, c'est le mot papinette. Je disais tout à l'heure, je montre les papinettes. C'est marqué cuillère en bois, c'est triste, parce que nous, on est toujours un papinette, hein, on pliait le papin, et puis après, ça va papiner avec ce qu'on a fait, etc. Donc il faut donner une valeur à ce mot-là. Et plus on pose, il y a encore un accent, même chez les jeunes. Ah oui, oui, oui. Moi, j'étais frappée l'autre jour, on a eu une jeune à la rouge qui vient de bas, mais c'est incroyable l'accent. Ça reste. C'est comme l'antifailli. L'antifailli a un accent extraordinaire. C'est bien. Aussi, hein. Parce qu'en général, on se rend compte. Quand on est au Bougeon, on est quand même au bout du monde. Hein. Bureau Fosse Centre, on a la grande route qui passe, au Bougeon. On est quand même à l'extérieur. Alors, parmi ces objets-là, il y a tous les objets pour jouer, hein, les moulins en bois, les quilles. Hein, même si on n'en fait plus beaucoup au Bougeon, toutes ces choses-là, hein, c'est plutôt fait maintenant. Et puis, les bidons. Hein. Ce qui me permet de passer à la troisième partie, qui concerne les jeux traditionnels de tirage. Alors là, je vais tout de suite vous recommander, avant de parler, ce livre. C'est Jeux et traditions populaires de Picardie du Nord-Pas-de-Calais. Il y a un énorme inventaire des jeux pratiqués en tirage. Et tout le monde retrouvera les jeux qu'on connaissait sur la place Soyer quand on était gosses ici à Verdun. Tous les jeux de fête, quand c'était M. Caillard qui organisait ces fêtes-là. Tout ça, c'est là-dedans. Il manque rien. Et je vous conseille, c'est par Dominique Lobjoie. Hein. Oui, c'est. Il est vraiment très bien, ce livre-là. Et donc, beaucoup de jeux étaient à base de bois, hein, ici. Le premier jeu, c'était le jeu de boules. Alors, il y a tout un vocabulaire en tirage. Hein. Dans chaque village, pratiquement, il y avait un mot pour dire une chose. D'abord, pour jeter une balle, on disait cloter une balle. Hein, on cloter plus loin qu'on pouvait. Et puis, quand on lançait la balle en hauteur pour qu'elle retombe comme
ça. Selon les villages, on disait plombé. En Verlan, on disait plombé. Plombé de boule. Aplomné. Ou aplomné. Ou bien, le plus rigolo, c'est à Lugny, on disait il faut louploter. Louplote-moi ça. Il faut que ça retombe vertical comme ça. Et donc, l'acte de louploter, ça s'appelait louplot. On avait fait un louplot. Après, pointer comme dans la pétanque, c'est appointer en tirage. Ils appointent. Donc, c'est quelques mots comme ça qui seraient intéressants quand on fait un concours de boules, de reprendre ces mots-là locaux, parce qu'ils ont quand même une autre valeur que les mots de la pétanque qu'on entend maintenant, parce que c'est ça qu'on entend maintenant. Tir, pointe, etc. Alors, vous avez le jeu de quilles de tirage. Alors, en fait, j'ai beaucoup joué quand j'étais gosse. Alors, on y jouait. Quand on vient du Grand Ouai, qu'on va au Nouvion, il y avait un café à gauche, où il y a eu après du motocross ou des trucs comme ça. Mais à une époque, il y avait tous les dimanches, je ne sais pas combien de jeux de quilles alignés l'un à côté de l'autre, et c'était des tournois. Et chaque vainqueur à un endroit, parce qu'ils jouaient 2 par 2, chaque vainqueur rencontrait les vainqueurs des autres jusqu'à la fin, et puis jusqu'à ce qu'il y ait plus de bouteilles à vendre dans le café. Et donc ça passait le dimanche comme ça, dimanche matin sur le temps. Pendant que les femmes étaient à la messe, les autres jouaient au boule. Je me souviens bien de ça. J'y allais avec mon père. Donc nous, on n'avait pas le droit à l'époque. On a été considéré comme un homme le jour où on avait le droit de jouer avec la grosse boule et puis les grandes quilles. Sinon, nous, on jouait avec des petites quilles comme ça, qui étaient vraiment pas rigolotes parce qu'elles tombaient pour rien, alors que les grosses, on pouvait déjà les découvrir. Donc on se considérait un homme quand on avait réussi à lancer la grosse boule, parce qu'on jouait loin, on jouait de 10-15 mètres pour faire tomber les boules. Alors il y avait un truc rigolo, c'est qu'il y avait quand même quelquefois des femmes qui jouaient, donc elle n'allait pas à la messe. Et sur la pierre, il y avait une pierre bleue avec des trous. Et les dispositions des quilles n'étaient pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Les hommes, ils avaient les quilles à chaque coin du carré, plus une quille au milieu. Et les femmes, elles avaient les quilles au milieu des côtés du carré. Donc les matchs mixtes ne pouvaient pas exister. C'était pas la même position. C'était incroyable. Les trucs, pourquoi on a monté ça, on ne sait rien. Enfin, c'était comme ça. Alors il y avait le jeu d'assiette aussi. Alors, le jeu d'assiette, il revient ici en tirage. Je dis revient parce que, je vais la exact, le 11 janvier 1685, on n'aurait jamais su que ça existait en tirage avant. Si à Jersey, il n'y avait pas 3 bons hommes qui étaient venus à l'auberge et qui avaient fini par se bagarrer parce qu'il y en avait qui avaient triché au jeu d'assiette, donc comme ils avaient triché au jeu d'assiette, ils se sont bagarrés et ils sont passés au tribunal. Et de ce fait-là, au tribunal, c'est marqué qu'ils étaient venus à l'auberge de Jersey pour jouer au jeu d'assiette. Comme ça, on sait que le jeu d'assiette existait ici. En tirage, mais sinon on ne saurait pas. C'est quand même assez amusant. Et le jeu d'assiette, c'est quelque chose de très amusant. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés une fois la journée Portugal au lycée agricole. On a passé toute la journée à faire des démonstrations de jeu d'assiette. De 10h du matin à 16h du soir, les 5 tables d'assiette qui étaient mises là, elles ont été occupées par des jeunes à jouer au jeu parce que quand on commence, on peut s'arrêter, c'est rigolo le jeu. Après, un autre jeu qui est quand même le jeu de notre enfance de tirage, qui n'a pas chez nous ou qui n'avait pas dans sa famille un plan et pour jouer aux pièces, aux écus. Quand on n'avait pas de plan, on jouait sur la terre comme ça, on dessinait un carré et on dessinait un jeu comme ça. Moi je crois que je ne me souviens même pas à quelle époque j'ai commencé à jouer aux pièces. Il me reste encore des vieilles pièces en fer avec des ronds dessinés dessus comme ça. Mais les autres, comme j'en avais vu assez, c'était des pièces en bronze aussi. On fait maintenant, mais on joue aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les pièces je crois que c'était 50 centimes de l'époque de Napoléon III, Victor Emmanuel, etc. On a usé complètement à jouer aux pièces avec, on avait tout ce qui avait écrit dessus, et on a joué avec ça. Je ne sais pas si c'était avec ça, François. Non, oui, j'en ai. T'en as? D'accord. J'en avais une d'un roi du Portugal. À l'époque, il y avait l'euro, c'était pareil, c'était la même monnaie partout. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres jeux qui se font. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que tous ces jeux-là ont un vocabulaire en picard de tirage. Et ça serait important de le remettre en jeu, parce que ça a un sens bien précis quand on joue aux pièces ou quand on joue aux quilles, de remettre la dame au milieu, là, puisque c'était la grande quille qu'on appelait la dame, etc. C'est des mots qui sont très précis. Alors, dans les
disons, dans les jeux de fête traditionnels, il y avait le passe-boule, c'était réservé aux dames. Si vous vous souvenez même quand il y avait des jeux passe-boule. On mettait une échelle, et puis on devait lancer les boules, il y avait des points selon les échelons, etc. Oui, c'est ça. Les hommes jouent beaucoup, les femmes jouent au passe-boule. Il y avait la boule au baquet. La boule au baquet, c'est-à-dire il fallait lancer une boule dans un baquet d'eau, et puis tous les autres étaient cliffés d'eau, dans la figure. Puis un truc auquel j'ai joué beaucoup quand j'allais chez mes grands-parents au Filaco le jour de la fête, c'était la course à la brouette avec une grenouille dans la brouette. Alors on avait une garnouille sur la brouette, puis on courait, enfin tous les 50 cm, il fallait aller rattraper la garnouille pour la mettre sur la brouette. Et puis moi c'était le premier garnouille de la passade dans le qui avait gagné. Mais j'avais gagné une garnouille de la fois ma grenouille, je l'ai retrouvée. Ça a été interdit parce que Brigitte Bardot a joué avec les animaux vivants. Donc ça a été interdit. En revanche, il y avait un jeu qui jouait beaucoup tous les dimanches aussi, à Vodancourt, à côté de Guise, entre Guise et Loin. C'était le jeu de billon ou lapin. Il y avait une potence, donc faite d'une pièce verticale comme ça, de deux barres, pièce horizontale, deux barres verticales, et on pendait un lapin mort, sur la légende. Enfin, il y avait des choses plus horribles que ça, mais des lapins morts pendus par une ficette à une des pattes de derrière. Et il fallait lancer le billon, qui ressemble pour les américanophiles à une batte de baseball. On lançait le billon et il fallait casser soit la patte, soit la ficelle qui tenait la patte. Et donc, ça mettait du temps, quelquefois, pour arriver à faire ça. Mais celui qui avait gagné, il emportait le lapin avec toutes les esquilles, tous les os brisés et tout. Et il pouvait le faire cuire après, ça ne posait pas de problème, mais ça devait être risqué à manger. Voilà. Ça jouait tous les dimanches matins avant mon cours quand j'étais gosse. Tout le temps, à Longchamp. Je ne sais pas si vous voyez quand on va de Guise à Rouen, dans le bois il y a Longchamp. Après le Bohémie, il y a Longchamp. Et dans les voitures qui sont en contrebas, à droite, vous jouiez là, il y avait des dizaines de gens qui venaient jouer là au billon. Alors, la quatrième et dernière partie, c'est la création d'un lieu d'exception culturelle implanté en tirage. Et là, je regarde qu'il n'y ait pas les élus, enfin, j'ai l'arrivée, excusez, mais certains élus, je voudrais bien vous dire avant, c'est pas Jean-Pierre Bacon, c'est d'autres élus que je vais inviter, mais qui se sont défilés. Donc, il y a 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus exactement, parce que le temps passe vite, j'ai été invité à la mairie de Verdun pour exposer un projet que j'avais conçu en m'inspirant d'un projet, enfin plutôt d'un circuit que j'avais vu à Elzel, à côté de Flaubert, au nord-est de Tournai, dans le pays des collines, qui s'appelle là-bas le circuit de l'étrange. C'est ça. Et donc c'est un circuit pour se promener, soit avec des enfants, enfin c'est essentiellement pour se promener avec des enfants, ou même se promener. C'est très beau, c'est à travers la campagne, les forêts, les rivières, etc. Et il y a plein d'éléments intéressants, étranges. C'est le circuit de l'étrange, qui vraiment passionne les enfants. On l'a fait avec Olivier, avec des enfants qui avaient gagné le concours du Picard dans les collèges, ça intéressait énormément. Moi, je l'ai refait avec mes enfants, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Pour l'attirage, je n'ai pas voulu proposer la même chose, parce que je trouvais qu'il faut adapter quand même à la région. Là-bas, ils ont une sorcière qui s'appelle Quintine, et qui, c'est vrai, fait les beaux jours de tout. Il y en a une, on met 20 centimes dans vous avez une statue de Quintine qui est accroupie, vous mettez 20 centimes, et elle vous fait pipi dans la figure. C'est ceux qui ne savent pas, mais l'arrêt, il y a 20 centimes, et pour faire tout dans la figure. C'est des choses un petit peu de ce genre-là qu'on voudrait faire. Et donc j'ai proposé à l'époque, et je propose toujours, le circuit entre les villages de Arsigny, Vancigny, Plomion et Tenaille. Sur ces communes-là, disons, on ne va pas obligatoirement dans l'ensemble de chaque village, on est en fait dans le centre de d'Arsigny. Alors je vais vous montrer où j'en suis. Alors, ça c'est pour le plateau, voilà. Ça serait. Bon, le titre, c'est François qui l'a remanié, donc le secrétaire imaginaire. Moi, j'ai mis des petits chats noirs autour, ça vient avec. Donc, Arsigny, comment on finit là. Alors, ce circuit-là, il partirait du centre d'Arsigny. Il partirait vers Malraux,
qui remonterait vers Clognon. Et alors là, il y aurait le choix entre 3 circuits. Un premier pour les paresseux ou les gens qui sont fatigués. Après, un deuxième qui, alors là, celui-là, par rapport au premier, le premier, il faudrait vraiment, pour aller en forêt, parce qu'il y aura obligatoirement quelque chose en forêt, une animation en forêt, il faudrait remonter un petit peu dans l'Arsénie pour aller à la forêt. Donc le deuxième passe là, les fois de la forêt, le premier ne descend pas, et le troisième va jusque là, et redescend tout à travers la forêt, celui-là. Et donc le point central sera Arsénie. Alors, l'intérêt, ça serait de faire découvrir. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, marcher, c'est toujours possible. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que je dis nous parce que François et Claude Perry sont associés à ce projet-là. Gilbert Develay, le maire de l'Arsénie aussi, et les maires du village autour aussi, ils ont été d'accord à l'époque pour le faire, et ils sont toujours d'accord. Enfin, c'est plus les mêmes maires. Je pense qu'il n'y a aucun problème parce que ça ne peut amener que de bonnes choses. Donc ces circuits-là, alors ça nécessitait une rivière, un bois, de la campagne et des maisons. Des maisons typiques de tirage en montage. Je vais vous montrer. Donc par exemple, cette grange qui est en haut et ces maisons qu'on voit en bas. Donc ça c'est assez. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans les en tirage et ailleurs, on a beaucoup d'êtres fantastiques qui ont chacun leur utilité. Ici, je vous ai représenté Marie Greuette. Alors, je l'ai écrit comme ça parce que ça passe entre Marie Greuette, etc. Je l'ai écrit comme ça. C'est une espèce de sorcière, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vit dans tous les endroits dangereux pour les enfants. C'est-à-dire les rivières, les mares, les soupiraux, les puits surtout. Et donc, qui, avec ses greux, donc ses grands ongles, attrape les tubes qui s'approchent. Et donc, elle les noie, en général, parfois elle les mange. Alors, pour vous dire, à Sorbet, si vous connaissez Sorbet, à la sortie de l'hiver, quand l'oise, le thon, il redescend, vous avez l'oise redescend, vous avez dans les arbres qui sont autour, vous avez des grands trucs verts qui pendent. Je ne sais pas si vous avez entendu ça sur les balades. Et bien, c'est les restes des lobes des tubes qu'elle a mangé quand elle à l'hiver, il reste tous les lobes qui pendent, c'est ce que les gens disent. Il faut être trop près du bord pour voir, mais il paraît que c'est ça. Donc, Marie-Greuette, elle se situerait au niveau de la rivière, donc à ce niveau-là, à Arsénie. Là, si vous regardez bien, j'ai peur que ce soit un peu sombre. Mais justement, quand je suis passé l'autre jour, regardez en Rostignas. Ah, je suis tombé juste au bon moment. C'était avant-hier, donc c'était encore là. Donc, comme elle est. Bon, elle a vu que j'étais pas un chou, donc elle est sortie de plus, mais elle était en train d'avolter, pour voir si elle allait arriver. Et donc, on placerait Marie-Greuette. Alors, dans les propositions qu'on fait, c'est qu'il y ait quelques. Disons, animaux ou êtres fantastiques reproduits le long du circuit. Ça permettrait à un artiste tirachien de travailler un petit peu. Tout ça, j'ai regardé le coût que ça aurait. Ça ne coûterait pas plus cher qu'un numéro de Géant Picardie. Alors, je trouve que ça vaudrait peut-être plus le coup de faire ça que de faire un numéro de. On supprime un numéro de Géant Picardie quand on fait ça. Je pense que ça serait pas mal. Et donc, il y aurait régulièrement aux endroits, donc tout à l'heure on a vu les maisons avec le bouchage, il y aurait là des carabirèches. Je ne sais pas si vous connaissez les carabirèches. C'est parce qu'on n'a pas le temps, sinon je vous raconterai l'histoire du tueur Henri d'Arsénie et des carabirèches. Les carabirèches, comme il dit Henri Briquet d'Arsénie, c'est des bestiaux comme idiots. C'est des espèces avant la carabirèche. C'est la deuxième. Alors ça, c'est dessiné. Je l'ai dessiné en demandant l'avis d'Henri Briquet au fur et à mesure, pour savoir si ça correspondait à ça. Alors voilà, elle carabirèche, elle a des petites cornes, elle a des yeux méchants, elle a des dents, et puis là, c'est un mâle, ça se voit. Parce qu'il y a des mâles et des femelles, ça sort pas. Et donc, les carabirèches, ça vient en groupe. Et quand les gosses traînent trop le soir, ils ne veulent pas les dormir, avec les parents de l'autorité où ils sont déjà sous sur leur table, des trucs comme ça, les carabirèches, elles se chargent de faire peur au-dessous,
lui faire tourner coquille. Donc le carabinage est en train de... Elle a repéré un dessous de ses yeux. Et donc elle fonce vers lui. Et l'histoire dans les briquets, c'est qu'un jour il a voulu aller à la pêche à Guernou en pleine nuit. Il est sorti par la fenêtre de chambre, il est descendu par le bonossier, puis il est parti chercher les Guernous. Bon, finalement, il n'a pas trouvé grand-chose. Puis en revenant à cette maison, tout le long de cette fenêtre, il y avait des carabinages. Et il ne pouvait pas rentrer, il avait tellement peur qu'il ne savait plus quoi faire. Ses parents, ils les auraient trouvés au matin. Et donc, il s'est mis à vrai, puis à vrai. C'est tellement de bruit que les carabinages, ils ont eu peur, ils sont partis. Et puis, il a réussi à rentrer dans la chambre. Comme ça qu'il ne savait pas comprendre. Après, vous avez les latusés. Alors, les latusés, en général, ils vivent dans les greniers. Ça vient dans les greniers, mais ça vient aussi dans les bois. Et c'est des petites saletés. Hein. Vous montez dans le grenier, vous font passer à travers le plancher. Et donc c'est pareil, hein, les gosses, il faut leur dire qu'il y a des latusés dans les greniers, on ne sait jamais. Puis dans les bois, ils peuvent vous faire tomber une branche sur la tête quand vous êtes en train de passer. Ça attaque souvent aux gosses. Hein. Et celui-là, j'en étais victime quand j'étais gosse. Hein, c'est le chat qui n'a qu'un œil, le coq qui n'a qu'un œil. Ça, c'est vraiment une salette. Mais maintenant, il fait plus beaucoup de dégâts parce qu'il n'a plus l'occasion d'en faire. C'était une blessure, vous savez, quand les gosses allaient chercher de lait avec une tarbole à lait, le fer, on était autour, chercher de lait. Et bien, le chat, lui, il n'avait pas de lait, hein, et donc il s'arrangeait pour faire peur autour, le faire tomber. Comme ça, le lait était tué par terre, et le chat, il pouvait boire sans lait, et puis le gamin, il revenait, il était dans ce tarbole. Et moi, ça m'est arrivé un coup, j'ai revenais de chez René Lefebvre, justement, à Région. J'avais été chercher du lait, et puis je suis tombé par terre, je supposais que c'était le champion canal qui m'avait tombé. Je l'ai dit à ma mère, elle ne m'a rien dit. Donc c'était ma faute. Elle ne m'a rien dit du tout, il y avait plus de moitié dans le pain, voilà. Elle ne m'a rien dit. Donc je pense que ça existe. Marie-Colette, je l'ai rencontrée, moi, à Péquigny, à côté de Pointe. J'avais 5 ans, j'étais avec mon frère de 3 ans, et on était parti chez un parent éloigné, à Péquigny, chez Tio Charles. Il était marié avec Angèle. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez Béquigny, mais c'est sur une pente. Il y a plein de sourdons, des petites sources tout le long de la pente. Puis à un endroit, il y avait une vasque avec des têtards. Une vasque, un trou dans le sable, avec des têtards. Et mon frère et moi, on était là, fourguiller les têtards, on était embêtés, tout ça. Et tout d'un coup, je reçois un coup de bâton sur mon épaule. Alors, je me vois pas accroupi. Et puis, je me retourne. Alors j'ai décidé à partir de ce moment-là, parce que je l'ai vu quand j'étais petit, une femme qui sentait le choc, elle n'avait pas dû se laver depuis longtemps, elle était toute sale, avec des cheveux, j'avais été peigné, et puis elle hurlait sur nous, tout ça. Alors moi j'ai attrapé mon petit frère, on est remonté chez Tio Charles, et puis je n'ai jamais dit à mes parents avant d'avoir mon matin, que j'avais vu Marie-Colette. Et puis, donc j'en étais persuadé d'avoir vu Marie-Colette. Et puis j'ai été déçu, il y a 4 ans, à la fête du Cid à Levée, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Hutin, qui habite à Béquigny, qui vient me voir, et puis qui veut m'acheter un livre que j'avais là, parce que c'était un livre fait par un de ses cousins, un glossaire de Sora. Je dis, ce cousin-là, c'est mon cousin aussi, mais d'un autre côté. Et on discute, et puis il me dit qu'il habite à Béquigny. Alors j'ai dit, j'ai encore mon histoire de Marie-Colette. Il me dit, bah ouais, c'était Jeanne la boiteuse. C'était une ivrogniesse qui habitait dans une grange. Et donc, ça a été déçu, c'était pas Marie-Colette, c'était Jeanne. Enfin, donc, on mettrait ces bestioles-là, par exemple, le choc et le canal pas loin d'une ferme. C'est sûr que maintenant, on commence au supermarché avec les bouteilles de lait crémé, on ne laisse pas trop super, on n'est pas seul. Donc, ce circuit, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. On prendrait conscience au niveau de la langue de l'existence de la tirage, parce que dans notre projet, il y a des visites libres, donc il y aurait des panneaux, un panneau dans la forêt pour les latusés, par exemple, pour les lutins, enfin les gobelins, des choses comme ça, un panneau le long d'une ferme en embauchage, d'une grange, etc., où on montrerait des carabillages à la rivière, un panneau qui expliquerait Marie-Colette, il faut quand même mettre en garde les gosses contre elle. Puis tout près d'une ferme, un panneau avec le choc à canne. Et puis d'autres, bien sûr, il y en a des centaines, j'en ai recensé des centaines, mais en tirage, il y en a au moins une cinquantaine propres à la tirage. Donc il pourrait y avoir donc des visitifs comme ça. Et ce qu'on a pensé, donc avec l'atelier d'Orléans, qui est présidé par François, et puis Cartus Gadru, faire des visites guidées
à certaines périodes de l'année, notamment à l'automne quand on fait les festivals du Picard dans la région, des choses comme ça, les web, ou bien pendant l'été pour les enfants, ou pendant les vacances, ou bien avec des groupes scolaires, de faire des visites guidées. Tout ça pour dire que ça ne coûte pas trop cher, on a essentiellement axé ces choses-là sur le bénévolat, donc des gens qui devraient faire visiter, mais avec possibilité aussi de faire payer des groupes, etc., pour, disons, pouvoir entretenir les panneaux, les bêtes qu'on va présenter. Avec en plus donc un dépôt de dépliant, flyers, on dit maintenant, de dépliant à Arsigny, le village à travers lequel on passe, un dépôt de dépliant pour que les gens puissent se repérer sur les circuits, choisir le circuit qu'ils veulent faire sur les 3 circuits. Alors je pense que c'est une bonne idée, et je pense qu'il faut que ça soit appuyé par les gens, parce qu'au niveau politique, c'est pas au niveau vraiment politique, hein, c'est au niveau du syndicalisme du tirage qu'il y a un problème, mais on est bien identifié. Et du Conseil général. Voilà. Au niveau du Conseil général, j'ai bien identifié le problème il y a une semaine. Maintenant, je sais pourquoi on ne veut pas faire. Bon, enfin, on réglera ça entre nous. Donc, je vais conclure là parce que ça fait déjà quand même plus d'une heure que je parle. Je vais mettre une belle image sur la forêt de Morfontaine, qui est la dernière que j'ai mis là, qui a été prise mardi matin sous la pluie, sous un temps qui était tout à fait normal, il faisait bon en même temps. Donc, moi, c'est vrai que ce que je vous ai exposé là, ça ressemble quand même à un programme politique, hein, mais qu'on se rassure, je ne désire pas prendre la place de quelqu'un. J'ai toujours refusé de me présenter parce que j'avais trop d'activités déjà au niveau du Picard, et puis je pense que chacun son boulot. Hein. Moi, je dois donner des idées, mais pas pour les mettre en œuvre, mais je veux bien aider autant qu'on veut pour mettre les idées en œuvre. Je sais que ça peut être aussi, j'ai peut-être déjà fait une partie de travail de ces gars-là pour la pub concernant le fromage de chèvre, donc il faudra qu'ils me payent. Et je veux dire qu'on dit maintenant, on ne parle plus du patois en tirage, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent, sauf quand ils sont réunis entre eux, quand on fait des réunions, quand on fait des soirées où les gens parlent. Et moi, j'ai quand même pendant plus de 15 ans enseigné le Picard dans ces directions. Je peux vous dire que les jeunes l'ont au fond d'eux-mêmes, même s'ils n'ont jamais parlé, ça va très vite pour qu'ils le parlent. Quand ils ont identifié ce que c'était, parce que souvent ils pensent parler du français déformé. Et c'est souvent ce qu'on leur dit, hein, pour un vrai français. Et c'est vrai qu'ils mélangent les deux, mais quand on leur a appris à enlever ce qui est Picard d'un côté, ce qui est français de l'autre, ils deviennent bilingues. Ils parlent deux langues. Et je pense qu'un projet comme ça peut rendre un peu de fierté aux gens, parce qu'on leur amène leur langue, les mots qu'ils ont connus quand ils étaient gamins, hein, quand on dit chouane. Moi, quand j'étais petit, tout le monde disait chouane, on va pas cheven. Je n'ai jamais entendu dire cheven, on a la chouane. Et je pense que c'est rendre un petit peu de ce qui existait aux gens, de ce que les gens avaient, et que ça puisse durer. Enfin, je tiens beaucoup aux pancartes quand même bilingues des villages, parce que partout où on va en France, on en trouve maintenant, pas qu'en Bretagne ou en Corse, on en trouve un peu partout, et même en Bretagne, dans la partie galaise de la région de Rennes, il y a aussi beaucoup de pancartes. Il y a même des aberrations. Hein. Quand vous arrivez à Nantes, vous avez Nantes écrit en breton. Bon, on n'a jamais parlé breton à Nantes, hein. On parlait gallois. Mais enfin, on l'a peut-être parlé il y a des dizaines de siècles, mais pas maintenant. Hein. Du temps des Gaulois, peut-être. Mais pas maintenant. Donc, ces aberrations-là, c'est pas à faire. Là, je disais, là, vous n'avez pas pu assister à ce que j'avais fait parce que ça n'avait pas la police d'écriture exacte. Mais quand je présentais les pancartes, voilà. J'avais pris une graphie spéciale qui n'apparaissait pas comme ça. Bon, là, il y avait quand même de pancartes. J'ai mis le tirage en haut pour qu'on sache bien qu'à chaque fois que dans cette endroit, on est en tirage. Et je pense qu'il faut une autre graphie. Ça, c'est la graphie générale. Moi, je ne l'ai pas vu, mais enfin, c'est pas fondamental. Mais malgré tout, quand la langue a été
écrite dans une graphie particulière, on la reconnaît tout de suite. Là, on ne peut pas éventuellement reconnaître tout de suite. L'écriture que j'avais choisie, c'est l'écriture qu'on appelle l'écriture caroline. C'est l'écriture que Charlemagne, Charlemagne ne savait pas écrire, je crois. Alors, mais disons que les savants de l'époque avaient défini à partir de l'alphabet latin. Et c'est une jolie écriture, très visible, qui ne ressemble à aucune autre. Et comme Charlemagne est supposé être né à Clerzy-sur-Oise dans l'Aisne, disons ici on était dans le royaume de Charlemagne, je pense que cette écriture-là, elle a un cachet spécial. Bon, vous ne pouvez pas la voir, je suis désolé. Mais elle a quand même... Attendez, j'ai peut-être quelque chose de... C'est quoi les pinceaux de... Non, tant pis. Voilà. Donc je vais en arrêter là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis désolé. Ouais, je ne peux pas parler de tartron au poivre. Non, parce que je ne pouvais pas parler de tout. Ah oui, tartron au poivre, bien sûr. Ils ont toujours fait tartron au poivre. C'est donc une tarte à pâte levée avec des pommes et du sucre et puis du poivre. Du sucre de cassonade. Et puis on recouvre au-dessus avec une autre pâte, ça fait un chausson aux pommes si on veut. Mais il y a du poivre dedans. Et ça rajoute absolument, ça fait ressortir le goût des pommes, c'est extraordinaire. Ouais. Alors ça c'est spécial. Dans le Vermandrois, on appelle ça un cul. Ouais. C'est exactement la même chose. C'est fait de la même façon. Les rabottes. Les rabottes, on appelle dans le Vermandrois la ligos. Mais tout ça, c'est les rabottes, c'est extraordinaire. Voilà. Vous avez d'autres questions? Dans les oublis, c'est formidable, hein, parce que je peux pas parler, il faudrait pas parler. Il y a la file de recettes là, celui qui vient du cahier de recettes de ma mère, donc c'est toutes les recettes picardes. Mais il y en a beaucoup. L'essentiel, c'est de tirer quand il y a un certain. Tout à l'heure, je parlais des gaufres à la citrouille. Pour vous dire quand même que c'est assez extraordinaire. Donc j'ai cahier de mon arrière-grand-mère, cahier de recettes, et il y a les gaufres à la citrouille dedans. Ensuite, c'est écrit, vous savez, très succinctement, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de mesure, rien du tout. Hein. Et puis un jour, je rencontre un cousin très 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 éloigné à Erlon. Et il me dit, oh, ben, ma grand-mère était de la bouteille. Il dit, j'ai son cahier de recettes, ça vous intéresse? Alors, je dis oui. Alors il me fait une photocopie du cahier de recettes, il me l'envoie. Et puis j'ai la même recette que celle de mon arrière-grand-mère dedans, les gaufres de citrouille dedans, et puis beaucoup d'autres recettes pareilles. Pour ça, les gens s'échangeaient les recettes, déjà, c'est au 19e siècle, ça. Donc ils s'échangeaient les recettes entre eux. Donc c'est important de garder ces choses-là. C'est pareil, je pense que si on faisait du tartron avec des golden, ça serait pas si bon. Et sur le menu bilingue, il y a des gens qui sont intéressés. Enfin, il y en a un qui m'a posé la question une fois, il faudrait qu'ils viennent te voir. Ben oui. Mais beaucoup n'y pensent même pas. Enfin, non, alors que ça donne une autre allure. Quoi. Ben là, je suis allé au mois de novembre dans la région d'Dinan, en Bretagne, au sud de Saint-Malo. Et dans le restaurant où on a mangé le deuxième soir, les menus étaient en gallo et en français. Et il y en avait un autre, c'était trilingue. C'était en breton, en gallo et en français. Ah oui, c'est vrai que ça fait une... on a l'impression de manger exotique. Voilà, moi j'en ai terminé. Si vous n'avez plus de questions à me poser, on peut encore discuter autour d'un verre. Ouais. Je commence à